Les maisons de Marjorie Thomas en studio. Bonjour et bienvenue dans Les maisons de Marjorie Thomas en studio, le podcast qui aborde les dessous de l'immobilier. Nous sommes avec Marjorie Thomas, la gérante de l'agence du même nom. Bonjour Marjorie. Bonjour. Donc Marjorie, vous nous avez dit dans un précédent épisode que vous avez une longue expérience. Quelle est-elle ? Alors, j'ai ouvert mon agence en septembre 2004 et avant, je travaillais pour une agence namuroise. Donc, ça fait plus ou moins 26 ans que je suis dans l'immobilier. Donc on pense souvent que quand une offre est acceptée, c'est gagné, mais en réalité c'est là que tout commence. Vous allez un peu nous expliquer. Alors, est-ce que c'est toujours accepté en tant que tel une offre ? Alors déjà, nous, on a une façon un peu différente de travailler par rapport à nos confrères, on va dire. On ne travaille pas par offre de surenchère, donc on fixe un prix et on dit toujours, nous, on aime bien de dire c'est le premier client qui fait l'offre qui a le bien, mais c'est pas nous qui fixons, qui décidons, c'est le propriétaire avant tout, donc c'est lui qui a le choix. Maintenant, il faut essayer de donner, de prendre une décision sur base de critères objectifs et pas dire celui-là, il me plaît plus que le deuxième, donc voilà. Mais on donne toujours la priorité au premier, à condition bien sûr qu'il soit solvable et que ces critères de solvabilité soient corrects et remplis. Maintenant, donc faire une offre, mais si c'est au prix, forcément le client a de bonnes chances que ça puisse passer, à condition bien sûr que son crédit, son dossier financier tienne la route. Et si c'est une offre en dessous du prix, on la négocie pour lui auprès des propriétaires et ça dépend, si elle est raisonnable, ça peut passer. Si par contre, elle ne l'est pas du tout, ça ne passe pas. Et tout dépend aussi depuis combien de temps le bien est mis en vente. Si c'est un bien qui vient de rentrer et qu'on a une offre en dessous du prix après 3 jours, forcément, je comprends, le propriétaire, il n'est pas très motivé à l'accepter. Mais du coup, ça c'est tout ce que vous faites quand une offre arrive. Vous la transmettez au propriétaire Oui, et c'est toujours. ensuite au propriétaire de Toujours, valider. voilà. Comment ça se passe une négociation en vrai ? Est-ce que ça vous arrive de négocier avec le propriétaire en fonction d'une offre ou pas du tout ? Alors, si c'est vraiment une offre ridicule, moi, je prends un peu, quand ce sont les maisons de mes clients, c'est un peu comme si c'était mes maisons. Et donc, quand j'ai une offre vraiment ridicule, déjà, moi, ça m'énerve. Donc, forcément, je me mets un peu à la place du propriétaire et je me dis, ça va vraiment pas lui faire plaisir d'entendre une offre si basse, de recevoir une offre si basse. Donc là, forcément, je la transmets, même si elle est ridicule, je la transmets parce que c'est mon devoir de le faire. Et si c'est refusé parce que c'est trop bas, forcément, ça va relativement vite. Par contre, si c'est une offre qui est quand même correcte, là, forcément, ça a plus de chances d'aboutir, mais ça se fait relativement vite et par téléphone. Et quand c'est une offre où on sait qu'elle n'est pas mauvaise du tout, mais que le propriétaire risque de la refuser alors qu'il n'y a pas vraiment d'autres amateurs, que ça fait déjà un petit temps que le bien est pas vendu, est mis en vente, là, moi, je propose alors une réunion parce que c'est vrai que le propriétaire, il transmet sa maison. Souvent, c'est un bien où il y a de l'attachement, des sentiments, etc. Et s'il a face à lui un petit jeune couple avec des beaux projets, etc., parfois, c'est pas toujours une question de prix. Donc, quand je sens qu'il y a possibilité mais qu'il faut vraiment faire un peu plus que d'habitude, là, on réunit les parties autour d'une table, on discute et on met un peu chacun de l'eau dans son vin. Même nous, on peut parfois faire un geste au niveau de la commission pour que ça puisse coller Pour que ça et puisse se fonctionner. faire. Vous parliez du coup du dossier financier, donc j'imagine les banques. Est-ce qu'il y a beaucoup de ventes qui sont tombées à l'eau à cause des banques ? Beaucoup non, parce que c'est vrai que parfois les gens sont vexés quand ils font une offre et qu'on leur demande leurs revenus, s'ils ont des crédits en cours, etc. Mais pour eux comme pour nous, c'est une perte de temps si on fonce tête baissée, qu'on vend en premier venu. Donc c'est normal que nous, on doit faire notre travail. C'est aussi pour ça que le propriétaire nous choisit. Et donc on doit quand même poser certaines questions qui parfois sont délicates, même pour nous. Moi, j'aime pas du tout de poser ce genre de questions. On n'a pas trop le choix. Et donc c'est vrai que comme on fait une bonne analyse avant, il n'y a pas beaucoup de refus de crédit. Mais parfois, ça arrive qu'il y en ait. Maintenant, proportionnellement par rapport au nombre de ventes que l'on fait, on ne peut pas vraiment dire ça représente même pas 5% des ventes. Quand une offre est acceptée, est-ce que c'est possible que la personne qui essaye d'acheter puisse tout perdre à cause d'une banque ? Tout perdre, non, parce qu'elle s'engage 9 fois sur 10. Il y a une clause suspensive dans les compromis relative au crédit. Donc, si le compromis de vente est signé et que malheureusement le crédit n'est pas obtenu, on reçoit le refus de crédit dans les temps. Et donc, dans ce cas-là, la vente ne se réalise pas. Le vendeur a perdu du temps, mais l'acquéreur, lui, il est déçu, bien entendu, mais il n'a pas perdu financièrement. Après, il n'a pas le bien, évidemment. Donc, c'est pas l'objectif fixé au départ, mais financièrement, il n'y perd pas, quoi. Combien de temps il faut pour avoir un accord de la banque Aujourd'hui, environ ? c'est vraiment pénible et ça, les propriétaires ont du mal à le comprendre et parfois les acquéreurs, voilà, ils sont vraiment motivés, ils font tout ce qu'ils peuvent pour que ça aille vite, mais les banques sont débordées. Il y a parfois aussi, c'est un peu humain, les acquéreurs vont voir plusieurs partenaires pour voir un petit peu quelles sont les meilleures conditions et donc il faut au minimum 4 à 6 semaines et ça, les propriétaires ont parfois vraiment du mal à le comprendre. Maintenant, une personne qui gagne très, 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 très bien sa vie
qui a plusieurs propriétés et qui est à la même banque depuis des années, oui, elle peut avoir un accord de crédit en une semaine, mais c'est relativement rare. En général, il faut entre 4 et 6 semaines. J'imagine que c'est stressant pour les acheteurs, mais est-ce que c'est aussi le moment le plus stressant pour vous de savoir si ça va passer, pas passer? Non, parce que si on commence à enfin, le métier, il est hyper stressant, donc si on stresse pour ça, alors, moi, déjà, je suis une éponge, je pompe vraiment le stress de mes clients, donc si je dois en plus stresser pour ça, je m'en sortirai pas. Mais ce que je fais, c'est que j'analyse vraiment bien le dossier avant. Comme on a vraiment peu de refus de crédit, voilà, non, je stresse pas, je suis confiante et je suis positive. Donc voilà, je me dis: «Si j'ai signé, c'est qu'il y avait de très bonnes chances que ça passe». Enfin, si j'ai signé, c'est pas moi qui signe, mais si on est allé jusqu'au compromis, c'est qu'on avait vraiment confiance. Donc non, je suis de nature positive. Vous parlez de compromis, mais pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément tout le jargon immobilier, c'est quoi un compromis de vente exactement? Alors, une offre, c'est un document unilatéral, donc c'est uniquement l'acquéreur qui remet l'offre au propriétaire. Donc là, c'est seulement lui qui s'engage. Le compromis, c'est l'accord des deux parties, donc c'est vraiment le vendeur et l'acheteur qui signent ensemble un document sur lequel ils s'engagent à acheter tel bien avec telle condition. Donc le compromis, c'est super important parce que ça, voilà, c'est vraiment un accord des deux parties. Et alors, ça donne pas mal d'explications sur le bien. Et surtout, ça donne les engagements des parties, ce à quoi elles s'engagent. Et c'est un petit peu le copier-coller de l'acte. Et donc, souvent, les gens pensent qu'on prépare un compromis en 2 jours. Mais non, il nous faut toute une série de documents pour préparer le compromis. Un compromis, c'est 25-30 pages aujourd'hui, alors que c'était 5 pages il y a 20 ans. Et donc, c'est pratiquement comme l'acte. Donc, c'est aussi important. L'acte, il y aura même moins de pages parce qu'il y a pas mal d'obligations entre le compromis et l'acte. Donc, une fois que l'acte se signe, ben, forcément, il y a pas mal de choses qui tombent. Et il y a juste des recherches financières qui doivent être accomplies par le notaire pour la signature de l'acte authentique. Mais le compromis, c'est vraiment un document important. Est-ce qu'il y a un timing maximum entre un compromis de vente et la signature d'un acte authentique ou pas du tout? Ça peut varier? C'est 4 mois parce que c'est vrai qu'on dit toujours que les notaires sont lents, mais ils ont beaucoup de dossiers aussi. Et on a l'administratif aujourd'hui, ça, c'est vraiment une tâche lourde et fastidieuse. Il y a pas mal de démarches enfin, supplémentaires à accomplir par rapport à il y a quelques années. Donc oui, il faut entre 3 et 4 mois. Parce que Et déjà, il faut un oui. bon mois pour avoir l'accord de la banque et le notaire ne fait pas les démarches tant qu'il n'est pas sûr que la vente va aboutir. Donc oui, il faut entre 3 et 4 mois. Et ça peut être un peu plus court ou c'est vraiment Ça trois peut être quatre? plus court si le crédit est obtenu hyper rapidement ou s'il n'y a pas de clause par rapport à la banque, si le client n'emprunte pas. Alors oui, ça peut aller très très vite, mais il y a quand même des démarches fiscales et hypothécaires à faire. Donc il y a quand même un délai de minimum 6 semaines, je pense, entre 6 à 8 semaines, je pense. Si je dis pas de bêtises, mais ça, c'est plus l'avis du notaire qu'il faudrait solliciter. Et du coup, pour clôturer cet épisode, le moment le plus risqué dans une vente, selon vous, c'est quoi exactement? Il y a pas vraiment de moment risqué. Enfin, je veux dire, moi, je pense que ce qui est très important, c'est quand on met un bien en vente, nous, on aime bien aller vite. On est toujours Marjorie Thomas, chez eux, c'est rapide et c'est vrai que c'est un peu ma manière d'être et donc c'est vrai qu'on fonce, on met en vente et en même temps, on fait toute une série de démarches. Mais c'est important au début d'avoir bien toutes les informations sur le bien que l'on met en vente, par rapport aux servitudes, aux conflits de voisinage, par rapport, voilà, à l'origine de propriété, qui est propriétaire et cetera. Donc ça, c'est super méga important, mais dès qu'on a un dossier bien ficelé, après, je veux dire, il y a pas de je pense pas qu'il y ait des soucis, sauf après oui, bien entendu, c'est jamais un long fleuve tranquille, hein. Il y a des refus de crédit, des séparations, des changements d'avis. Ça fait partie malheureusement de notre quotidien, mais il y a pas vraiment de risque. Si les parties sont toutes de bonne foi et que le travail est bien fait au départ, je pense que ça colle. Eh bien, merci Marjorie. Restez là, on va continuer à solliciter votre expérience dans un prochain épisode. Merci.